Merci beaucoup, madame. De prime abord, je tiens à remercier les organisateurs de cet événement de nous avoir offert cette opportunité d'échanger par rapport aux instruments solidaires et innovants pour le financement du secteur de l'eau, s'inspirant de l'expérience de la Banque islamique de développement. En fait, la Banque islamique de développement, bien évidemment, c'est une banque multilatérale de développement, mais en même temps, elle utilise les produits de la finance islamique comme moyen de financement. C'est une institution multilatérale qui comprend dans son actionnariat les gouvernements des différents pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. Le Maroc est représenté par le ministère de l'économie et des finances dans le Conseil des gouverneurs. Et bien entendu, il s'agit d'une institution qui relève, disons, des systèmes de l'Organisation de la coopération islamique. Mon intervention portera sur quelques aspects, disons, des financements innovants et solidaires du secteur de l'eau, en essayant de mettre l'accent sur certains produits qui sont déjà développés par la Banque islamique de développement, mais également en essayant d'ouvrir le débat sur certaines expériences édifiantes dans d'autres pays. Et il sera bien entendu il s'articulera autour des éléments suivants. Premièrement, donc, je vais me permettre de vous faire un bref aperçu sur la Banque islamique de développement. Et puis, je vais essayer donc de mettre l'accent sur les approches innovantes qui sont déployées par la banque pour le financement du secteur de l'eau. Et après, on va également faire un benchmark avec certaines expériences, notamment dans le domaine du waqf et aussi du rôle de la diaspora dans le financement du secteur. Alors, comme je viens de le mentionner, donc il s'agit d'une banque multilatérale de développement, mais la particularité de cette institution, c'est qu'il s'agit d'une institution sud-sud, c'est-à-dire que les actionnaires de la BID sont tous des pays du Sud. Contrairement à la Banque africaine de développement, à la Banque asiatique de développement, même à la Banque interaméricaine de développement, nous comptons uniquement les membres de la coopération, de l'Organisation de la coopération islamique comme membres. Et c'est une institution qui est fondée sur une approche solidaire. Cela ne signifie pas que les autres institutions multilatérales de développement n'adoptent pas la même approche, mais je voudrais tout simplement saisir l'occasion de cette présentation pour vous faire part de certains aspects ou bien certaines caractéristiques de notre intervention. Donc, à l'image de l'Organisation de la coopération islamique, les pays membres sont au nombre de 57, qui sont répartis sur les ou bien sur les régions suivantes, les 4 continents. Au niveau de la région MENA, nous avons 19 pays. Au niveau de l'Europe de l'Est et des républiques de l'ex-Union soviétique, nous avons 8 pays. Au niveau de l'Afrique, nous avons 21 pays. Au niveau de l'Asie centrale, nous avons 4 pays. Et également au niveau du continent américain, nous avons 2 pays qui sont Suriname et Guyane et qui viennent d'adhérer à l'Organisation de la coopération islamique et à la Banque islamique de développement. Donc, notre institution est un groupe qui regroupe un certain nombre de sociétés et d'institutions. Donc, elle a été créée en 1975 et puis en 1981 pour disséminer le savoir et surtout contribuer au développement des capacités des pays membres. On a créé l'Institut de la BID. En 1994, nous avons créé la Société islamique d'assurance et des crédits à l'exportation, qui joue le rôle d'une institution de garantie et d'assurance en même temps. En 1999, la BID a créé son bras secteur privé, qui est représenté par la Société islamique pour le développement des secteurs privés. Et en 2008, pour le financement du commerce,
Donc, la fonction financement du commerce a été érigée en société à travers l'ITFC, qui s'appelle la Société islamique internationale pour le financement du commerce. Donc, notre stratégie qui couvre la période 2023-2025 donc s'articule sur deux piliers, autour de deux piliers. Le premier pilier, c'est tout ce qui concerne l'infrastructure verte et durable. Et le deuxième pilier, il entretient un lien étroit avec le capital humain et le développement. Bien entendu, vous allez trouver le secteur de l'eau dans le cadre du premier pilier, notamment le Urban Development and Water Sanitation. Les problèmes de l'eau dans les pays membres de la ville peuvent être résumés comme suit. Nous avons des contrastes dans les ressources en eau. Les pays membres de la ville présentent un tableau contrasté en termes de ressources en eau. Les prélèvements d'eau agricole, comme il a été souligné dans les différentes interventions, représentent la part de l'eau. Ils représentent pour les pays membres à peu près 80%, voire 90% pour certains pays, et dépassent la moyenne mondiale de 70%. Et puis, dans les pays développés, les prélèvements d'eau pour l'agriculture ne dépassent pas 40%. C'est-à-dire qu'en tant que pays en voie de développement, les pays membres de la ville doivent faire face à cette problématique qui est étroitement liée à la part, disons, de l'eau agricole dans la consommation totale des ressources humaines. Cela nécessite, bien entendu, un effort non seulement au niveau du financement, mais également au niveau de la recherche scientifique et du déploiement de la technologie pour rationaliser la consommation d'eau agricole. Si l'on veut s'inscrire dans une logique régionale, nous avons des défis qui sont propres à la région MENA, notamment la rareté des ressources, surtout les ressources en eau douce, qui ne dépassent pas même 1000 m3 par habitant et par an. Donc cela veut dire que la région, comme c'est écologique, mais c'est le constat. Et le plus important élément à souligner, c'est que la région MENA concentre 70% des usines de dessalement dans le monde comparativement à d'autres régions. Cela veut dire que sur le plan expertise, savoir-faire, la région MENA pourrait être considérée comme un levier de partage de connaissances et d'expertise dans le domaine de dessalement. Alors, pour l'Afrique subsaharienne, donc, ils sont, bien évidemment, ces pays sont mieux pourvus en ressources en eau, mais ils font face à des hydrologies difficiles marquées par des pluies saisonnières et irrégulières qui entraînent parfois des inondations et des sécheresses fréquentes. Donc là, le problème doit quand même nous conduire à opter pour la construction des barrages, pour la gestion des sécheresses sporadiques, mais également pour gérer les inondations et les problèmes qui leur sont relatifs. Pour l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, nous avons le problème de rareté de l'eau malgré l'abondance des précipitations dans certains pays. Et le deuxième problème, est en relation avec les inondations récurrentes qui endommagent les infras et affectent les moyens de subsistance et compromettent les gains économiques. Pour l'Asie centrale, donc la plupart de l'eau provient de la Mongolie et de Syrdarya, les deux plus grands fleuves d'Asie centrale. Et la gestion de l'eau est un défi majeur dans cette région en raison de sa dépendance à ces cours d'eau. Donc voilà donc le tableau des ressources en eau dans les différents pays de la ville. Et cela a bien évidemment donné lieu à une réponse de la part de notre institution, notamment par rapport au financement. Alors au jour d'aujourd'hui, le total cumulatif des financements accordés au secteur de l'eau dans les différents pays membres s'élève à 8,1 milliards de dollars. Ce montant couvre 533 projets, dont 400 projets sont déjà achevés. Si l'on fait une répartition régionale, on va constater que la région asiatique concentre à peu près 57% des financements de la ville dans le secteur de l'eau. Pour votre information, pour le Maroc, nous avons un total cumulatif de financement pour tout le groupe qui s'élève à 7 milliards de dollars.
et évidemment pour le financement du commerce, le financement du secteur privé, mais également le financement des projets souverains. Et dans le cadre des projets souverains dont le montant s'élève à 3 milliards de dollars, nous avons à peu près 400 millions de dollars qui ont été affectés au secteur de l'eau, notamment dans le cadre des programmes PAGER, et puis pour la construction des barrages, et bien évidemment dans le cadre des programmes qui ont été lancés postérieurement par l'ONU pour l'alimentation de certaines régions en eau potable. Alors, pour le cadre de la politique de l'eau, la ville a adopté une politique sectorielle de l'eau, pour l'eau, mais pour d'autres secteurs. Mais par rapport à l'eau, nous avons 4 ou bien 5 piliers qui constituent, disons, la politique de l'eau pour la ville, notamment l'accès aux services de l'eau et à l'assainissement, l'efficience de l'utilisation de l'eau, le développement des capacités de transfert de technologie, et puis la gestion d'une manière effective et efficace des ressources en eau, et puis la mise en place des systèmes résilients de l'eau. Ceci étant précisé, je voudrais bien entendu saisir l'occasion pour vous informer qu'on vient d'achever la préparation, de compléter le document de stratégie de partenariat avec le Maroc. Nous avons signé le mémorandum d'entente en octobre dernier, et cette stratégie de partenariat comprend 2 piliers. Le premier pilier, il est en relation avec la libération des potentiels de la croissance verte du pays. Bien évidemment, tout ce qui concerne l'approche Nexus a été mis en exergue dans ce document. Et l'objectif, c'est de permettre au Maroc surtout d'exploiter les niches qui ne sont pas exploitées et de promouvoir une croissance verte en essayant d'établir ce lien entre les énergies renouvelables, l'eau et l'alimentation. Et dans le cadre de cet engagement, nous avons déjà commencé à initier un dialogue politique avec le gouvernement marocain représenté par le ministère de l'économie et des finances pour identifier un certain nombre de projets qui peuvent donc répondre à cette exigence. Alors, les approches innovantes qui sont adoptées par la ville pour le financement des secteurs de l'eau sont nombreuses. Je vais commencer par le premier mécanisme. Tout le monde est d'accord qu'il est nécessaire de trouver des financements concessionnels pour le secteur de l'eau. Et nous avons, dans le cadre de ce fonds qui a été conjointement créé par la ville et d'autres institutions philanthropiques, notamment la Fondation Bill & Melinda Gates et le Centre de Roi Salman pour le secours et l'aide humanitaire, avec également le Fonds d'Abu Dhabi et le Fonds qatari pour le développement, nous avons créé un fonds pour justement améliorer et renforcer la concessionnalité de nos financements. Et comme vous pouvez le constater à travers ce schéma, les institutions philanthropiques dans le cadre de la première génération des financements ont contribué pour un montant qui s'élève à 500 millions de dollars comme un don, et puis la contribution de la ville s'élève à 2 milliards de dollars, qui est un financement ordinaire. Donc le blending entre ces deux financements renforce la concessionnalité du financement, et nous ciblons entre autres les 3 secteurs, notamment le secteur de la santé, l'agriculture et les projets d'infrastructure de base. Et donc, comme vous pouvez le constater, l'eau se trouve au niveau de l'agriculture, notamment tout ce qui concerne l'irrigation et les systèmes d'irrigation. Et pour votre information, nous avons un projet au niveau de la région de Tanger pour un montant de 14 millions de dollars, qui comprend le secteur de l'eau, le secteur de l'agriculture et le secteur de la santé. Et dans le cadre de la composante agriculture, nous avons des activités qui sont financées par le fonds et qui sont en relation avec la mise en place d'un système d'irrigation au niveau de la région Tanger-Kessine. Pour les infrastructures de base, donc le secteur de l'eau en fait partie. Nous avons le deuxième mécanisme innovant de financement
que nous appelons au niveau de notre jargon le reverse linkage, ou bien c'est la coopération triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par reverse linkage? En fait, il s'agit de partenariat triangulaire qui nécessite d'avoir au moins 2 pays disposés à partager leur expertise selon un engagement à long terme, 2 à 3 ans. Nous avons 3 parties dans cette relation. Nous avons le pays pourvoyeur de l'expertise, et puis le pays récipiendaire de cette expertise, et la Banque islamique de développement joue le rôle de relais et de facilitateur en contribuant au financement de cet échange. Parce que l'accent a été mis ce matin sur l'importance du développement de capacités, transfert de technologie, de l'expertise, etc. Donc il faut trouver un moyen pour le financement, mais aussi il faut identifier des centres d'expertise et d'excellence qui peuvent être utiles à d'autres pays membres. Et le rôle, comme je vous ai souligné, notre rôle, c'est de contribuer à la facilitation en tant que relais et contribuer au financement. Nous avons des exemples édifiants. Si l'on prend le cas, par exemple, du Maroc en tant que pourvoyeur d'expertise, nous avons 2 projets qui sont lancés conjointement avec l'ONU Branche Eau pour le partage de l'expertise du Maroc dans le domaine de la gestion de la qualité de l'eau avec le Burkina. Et le deuxième projet, qui est un projet entre le Maroc et la Guinée-Conakry, qui vise le renforcement des réseaux d'assainissement dans la capitale, avec un financement de la ville et à une contribution financière aussi du Maroc à travers l'AMCI pour justement aider à implémenter ce projet. Nous avons également un autre exemple qui mérite d'être cité, étant donné que tout le monde est d'accord sur l'ampleur des problèmes du stress hydrique au Maroc, c'est notre coopération avec l'administration de l'eau en Arabie Saoudite. Nous venons de signer un mémorandum d'entente avec cette institution, et comme vous le savez, l'Arabie Saoudite a développé une solide expertise dans le domaine de dessalement, et donc ils ont également développer ce qu'on appelle, disons, les small scale desalination units, des unités de dessalement à taille réduite. Et donc, l'objectif, c'est de voir comment on pourrait bénéficier, c'est-à-dire comment le Maroc pourrait bénéficier à travers cette assistance de la Ligue, de l'expertise des Saoudiens pour justement mettre en place des unités de déminéralisation des eaux saumâtres dans les zones arides et aussi pour la mise en place des unités de dessalement mobiles, décentralisées, de taille moyenne et de taille petite au niveau de certaines localités pour ne pas bien évidemment engager des investissements lourds. Le dessalement, comme il a été souligné ce matin, donc, demande des ressources financières importantes. Et donc, l'option, disons, pour des centrales monoblocs pourrait être envisagée comme une solution qui pourrait être déployée. Et je crois que dans le cadre de ce mécanisme de coopération triangulaire, on pourrait bien évidemment aider les pays concernés à trouver des solutions appropriées à ce problème de stress hydrique. Et pour votre information, Inch'Allah, nous allons organiser une réunion virtuelle entre la direction de l'hydraulique et l'administration de l'eau la semaine prochaine pour justement, l'administration de l'eau en Arabie Saoudite, pour justement discuter des opportunités de collaboration dans le cadre de ce mémorandum qui a été signé avec cette institution et identifier les possibilités de collaboration par rapport à ça. Nous avons également un autre programme qui s'appelle le programme de déploiement de la technologie pour le développement des pays membres. C'est un programme qui mérite d'être souligné, surtout dans l'enceinte universitaire, l'université Mohamed VI, et de mettre l'accent sur l'importance de ce mécanisme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ce programme? C'est au niveau de notre département sciences, technologie et innovation, nous avons, établi des liens avec des centres de recherche qui ont développé des technologies, mais qui les ont déjà déployées. Et donc, nous avons, quels sont les objectifs de ce programme? Accélérer le transfert et le déploiement de technologies rentables pour relever les défis de développement de l'équilibre de la vie, donc pourrait être considéré. Faciliter l'échange d'expertise et le transfert de savoir-faire, renforcer les capacités pour le déploiement durable des technologies nécessaires et fournir un accès au financement concessionnel.
Voilà donc comment on a essayé de faire cette combinaison entre le transfert de technologie et la mobilisation des ressources concessionnelles. Le secteur prioritaire, bien entendu, l'eau figure parmi ces secteurs, mais il y en a d'autres. Alors, la technologie doit être validée avant qu'elle soit déployée. Et puis, les partenaires fournisseurs de la technologie fournissent des services clés en main, notamment le transfert de savoir-faire et la formation des pays membres, la formation de training, etc. La Banque islamique fournit un soutien technique et financier supplémentaire pour assortir la technologie à un pays membre. Et puis, il faut une validation indépendante. Je vais bien entendu me limiter à un exemple avec l'université King Abdullah, Abdelaziz. Comme vous le savez, donc, c'est un mini Silicon Valley au niveau de l'Arabie Saoudite. Et ils ont un centre de recherche. Et parmi les technologies qui ont été validées et déployées, c'était une technologie de traitement des eaux usées à travers des unités mobiles, avec des tailles de prix. Alors, le premier projet pilote, sa taille ne dépasse pas 100 mètres cubes par jour de traitement. Mais quels sont les avantages de cette technologie? Les avantages de cette technologie, premièrement, elle est déployable de manière, comment dire, rapide et sans complications. 3-4 semaines, donc l'unité, vous pouvez la voir. Alors, la technologie permet également d'utiliser les énergies renouvelables, donc il y a une réduction des émissions des gaz à effet de serre, surtout pour l'aération. Et troisièmement, le taux de traitement donc, dépasse les 75%, ce qui n'est pas le cas pour les unités classiques de traitement des eaux usées. Elle est mobilisable parce qu'il s'agit des unités mobiles, donc on pourrait surtout envisager cette eau traitée, l'utiliser pour l'arrosage des jardins publics, pour les espaces verts des villes moyennes et également pour l'irrigation pour l'agriculture. Donc c'est une technologie, comme je vous ai dit, donc, il y a déjà le pilote qui a été mis en place au niveau de la ville de Raghib à l'Arabie Saoudite. Et l'importance, disons, de ce mécanisme innovant, c'est que le pays bénéficiaire pourrait bénéficier également d'une concessionnalité, d'un élément grain dans le financement qui peut aller jusqu'à 20%, entre 12,5 jusqu'à 20%. Le partenariat public-privé, tout le monde en parle. Donc, l'idée, c'est que la BIC, bien évidemment, est un acteur, crucial dans le paysage financier des PPP. Nous avons déjà un financement cumulatif qui s'élève à 5 milliards de dollars pour les projets PPP dans les différents secteurs. Donc, le secteur de l'eau n'est pas exclu. Nous avons déjà quelques échanges avec certains sponsors dans certains pays. Maintenant, ce que je voudrais bien évidemment souligner, parce que je crois que c'est des informations générales que tout le monde le sait, mais l'idée c'est que les avantages des PPP dans le secteur de l'eau, donc, ils ont été donc, mis en relief ce matin. Mais je voudrais tout simplement saisir l'occasion de cette présentation pour essayer de mettre l'accent sur l'importance peut-être de l'innovation même par rapport au schéma des PPP. Alors le schéma classique, bien entendu, donc, met les sponsors des projets à travers la SPV en relation directe avec les bailleurs. Cela peut entraîner un renchérissement du coût parce que la notion de risque doit être prise en considération. Pour le cas du Maroc, et compte tenu des remarques qui ont été soulignées ce matin par certains intervenants, notamment par rapport au renchérissement des coûts de dessalement, je crois qu'il serait judicieux que peut-être le Maroc réfléchisse à la mise en place du même mécanisme qui était adopté pour les deux projets Nord 1 et Nord 2 pour le solaire. Comme vous pouvez le savoir, pour les deux projets Nord 1 et Nord 2, les bailleurs n'étaient pas en relation directe avec les SPV, avec les sponsors des projets. Ils étaient en relation directe avec Mazen. Et donc, il dit Mazen d'une agence publique avec les garanties souveraines. Et cela, bien évidemment, va donner lieu à une réduction des coûts de financement qui va, bien entendu, se refléter sur le prix final qui est donc, qui doit être supporté par le consommateur. Je crois que l'adoption de ce même mécanisme pour le dessalement est justifiée
compte tenu du fait que le coût jusqu'à présent est très exorbitant et je crois que pour pouvoir aussi inciter les investisseurs à investir dans le secteur, peut-être que cette solution qui a été adoptée pour le solaire pourrait être envisagée. Donc, ce n'est pas la peine de faire un cours sur le project finance et les différentes caractéristiques. Alors, les tendances actuelles, donc, il y a bien évidemment surtout les opérateurs privés à petit guichet. Nous avons eu ce matin l'association des régions, donc je crois que le testament pourrait bien évidemment faire l'objet de PPP à petit guichet. Nous avons un autre élément d'appui au secteur de l'eau, c'est à travers les dons. Donc nous avons deux mécanismes. Le premier mécanisme solidaire et innovant, c'est le programme TAEG. Alors en quoi consiste ce TAEG? C'est une personne qui a choisi l'anonymat et qui met à la disposition de la ville un montant en tant que grant, donc pour justement le déployer dans certains programmes de solidarité économique et sociale. Et donc nous avons, à le projet de Bangladesh, nous avons donc un financement de 130 millions de dollars qui a été donc destiné pour le financement des projets de relogement, d'approvisionnement en eau potable et mise en place d'un système d'assainissement. Donc cela veut dire qu'il y a cette possibilité. Nous avons également le deuxième exemple, c'est après le Seas in the House. Donc David a donné un don au Maroc pour un montant de 1,5 million de dollars qui a été affecté pour la réhabilitation des réseaux d'ARP et d'alimentation potable dans les régions affectées. Donc j'ai 2 minutes donc, pour vous présenter les expériences édifiantes, notamment le rôle du WACF dans le financement des projets d'approvisionnement en eau. Bien entendu, comme vous le savez, notre histoire est pleine d'expériences dans le domaine, disons, du WACF, surtout pour l'eau potable. Là, le modèle traditionnel, maintenant, il y a des modèles innovants. Les modèles innovants, c'est à travers la mobilisation de ce qu'on appelle le cash work, à travers la création, il y a le concept de ce qu'on appelle les fonds d'investissement. Alors, en quoi consiste ce fonds? C'est un fonds d'investissement qui doit être créé selon le mécanisme de la private equity, sauf que le profit généré par ce fonds d'investissement doit être affecté à des projets, disons, de développement économique et social, et le secteur de l'eau ne doit pas être exclu. Donc, si on adopte une hypothèse de 5% en tant que taux de rentabilité, avec un investissement de 100 millions de dollars, on pourrait espérer avoir à peu près 5 millions de dollars par an comme profit. Et donc ce profit pourrait être affecté pour le secteur de l'eau à travers des organisations liées, à travers, disons, une convention avec l'ONE, justement pour au moins l'entretien et la maintenance des réseaux, ou bien pour cibler certaines localités, etc. Je crois que c'est un mécanisme à considérer, étant donné qu'il y a une rareté de ressources financières, et il y a également peut-être un intérêt particulier de certains bienfaiseurs, qui cherchent peut-être des outils innovants et permanents, parce que la durabilité, c'est important. Et il y a également le financement des investissements WACF par des banques spécialisées. Nous avons au niveau de la ville le fonds Ketima, l'APIF, son donc complémentaire à la WACF. Donc, en quoi consiste ce mécanisme? Il s'agit d'une rupture avec la perception classique du WACF, parce que dans notre imaginaire, le WACF doit uniquement être basé sur nos fonds propres, sur les propriétés dont nous disposons à l'heure actuelle. Mais on pourrait développer le WACF, les actifs WACF, par le recours à l'emprunt, par le recours au crédit bancaire. Et donc, la mobilisation des financements bancaires pour créer justement des actifs et le profit qui est généré par ces actifs pourrait être affecté à certains secteurs sociaux, notamment le secteur de l'eau. Et nous avons un exemple, par exemple, un financement de 7,4 millions de dollars américains en faveur de la société Boubacar Albert Adoula en Arabie Saoudite en août 2021 pour l'achat d'un hôtel 4 étoiles à Dawal Investissement qui a été financé par API. Le profit qui est généré par cet hôtel, il est destiné à des projets sociaux. Finalement, les activités, les opérations soutenant les orphelins et les familles pauvres
améliorer la vie des gens en rénovant des maisons pour les personnes dans le besoin et à exploiter des stations de dessalement et de déminéralisation, parce que l'exploitation qui a été soulignée ce matin est un coût de fonctionnement, il faut le couvrir. Et donc, peut-être que ces mécanismes pourraient être considérés. Alors, on a le dernier point, le rôle de la diaspora. Les relations classiques entre la diaspora et leur pays d'origine, on a remittances, les transferts. Maintenant, pour la contribution au développement, généralement, il y a des associations de développement local qui demandent des dons auprès de la diaspora. Il faut rompre avec ce schéma classique et songer à mettre en place un nouveau schéma qui pourrait donc mobiliser la diaspora dans le développement. D'ailleurs, la lettre royale était claire au Maroc, donc il a invité les autorités publiques à les impliquer dans l'investissement. Et donc, on pourrait, sur la base de son momentum, peut-être proposer deux aspects. Le premier, c'est la mobilisation de la diaspora pour apporter son assistance technique dans le domaine de l'eau. On peut faire un mapping de la diaspora marocaine qui travaille uniquement dans le secteur de l'eau. L'intelligence artificielle, sur la base des réseaux sociaux, pourrait identifier déjà une liste des experts marocains dans le secteur. Et on pourrait, sur la base de nos besoins, parce que nous avons des besoins multiples, notamment pour justement la rationalisation de l'eau industrielle, pour la mise en place et la gestion des unités de dessalement, pour l'irrigation, etc. Tous ces éléments-là nécessitent une expertise. Bien sûr, le marché local marocain dispose de cette expertise, mais rien n'empêche bien évidemment de s'ouvrir sur les Marocains qui résident à l'étranger, qui pourraient apporter leur soutien et leur assistance technique. Et donc, la deuxième direction, c'est la contribution financière de la diaspora. On doit réaliser un switch des dons à l'investissement. C'est-à-dire, la diaspora peut être impliquée dans le financement du développement, mais à travers les dons, parce que c'est le schéma classique, mais à travers l'investissement. Et nous avons plusieurs outils à développer, notamment les bons de la diaspora pour le financement du secteur de l'eau. On pourrait peut-être songer à émettre des bons qui sont destinés à la diaspora pour les impliquer dans le financement du secteur de l'eau. Et si une partie de la diaspora a des préférences pour le financement participatif, on pourrait même réfléchir à l'émission des surcoûts pour justement financer le secteur de l'eau. Les startups et nos collègues de la Willcom, donc, ils ont présenté déjà les efforts qui sont entrepris par le Maroc dans ce domaine, et je crois que peut-être une ouverture aussi sur la diaspora et cibler leurs idées, leurs propositions, leurs inventions dans le secteur de l'eau pourrait être d'une grande utilité. Et bien entendu, des fonds d'investissement par la mobilisation des ressources auprès de la diaspora pourraient servir à contribuer à cet effort collectif pour atténuer les effets du stress hydrique au Maroc. Encore une fois, merci beaucoup de votre attention. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.